Casting Call, bienvenue sur le podcast de la rédaction de casting.fr qui révèle ta vraie nature. Ici, on va parler casting, témoignages exclusifs, des rencontres avec des professionnels, les clés et les secrets pour devenir un artiste et surtout, en vivre. Casting Call, c'est ton nouveau coach audio qui te permet de poser ton premier pas sur ton chemin de l'éveil et de la réussite. Ose enfin devenir celui dont tu rêves. Bonjour et bienvenue sur Casting Call, le podcast de la rédaction de casting.fr. Je suis Soledad Franco et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir un homme audacieux. L'audace, c'est mon sujet, vous le savez maintenant. Et lui, il l'incarne si bien, pourtant très timide, complexé et même harcelé par ses camarades, comme beaucoup, malheureusement. Mon invité du jour avait un rêve, devenir animateur radio. À 8 ans, déjà, il se voyait derrière un micro à animer des émissions. On peut dire que c'est chose faite. France 3, MCETV, TPMP, mais surtout Skyrock. Il enchaîne la présentation d'émissions à la radio, télévision et interviewe les plus grandes célébrités, Rihanna, Eminem, Beyoncé, Brad Pitt, bref. J'ai eu envie qu'il vous raconte comment faire preuve de résilience et réussir à aller au bout de ses envies malgré les obstacles de la vie et les pensées limitantes qu'on peut s'infliger. Aymeric Berco est à mes côtés et j'en suis ravie. Bienvenue. Merci beaucoup et puis merci pour ce portrait. Bonjour. Aymeric. La devise de ce podcast est « Ose devenir celui dont tu rêves ». Qu'en est-il pour toi en cette année 2024 ? On est en plein dedans. Dans l'introduction, tu as parlé d'audace et c'est vrai que c'est un mot qui me caractérise parce que l'audace, c'est ce qui me permet aujourd'hui de pouvoir vivre de ma passion, donc réaliser mon rêve chaque jour. Et ce que je dis souvent à ceux qui débutent, tout comme ceux qui sont un peu plus installés, c'est à quel point, bien sûr que la bataille, elle peut être longue, difficile avant de pouvoir y arriver, mais le plus difficile en réalité, c'est de rester. C'est de chaque matin avoir l'envie de mouiller le maillot, de se dire qu'on mérite sa place, qu'on est légitime, qu'on est encore dans le coup. Et ce sont des épreuves qu'on rencontre tout au long. Donc voilà, beaucoup me disent j'aimerais percer dans le rap, j'aimerais percer dans l'animation radio, j'aimerais percer dans le cinéma, j'aimerais percer dans la musique. Je leur souhaite, je leur donne peut-être parfois des petites clés, des clés, des conseils, mais le plus difficile, c'est de s'affirmer, de rester, de réussir à traverser les époques. Je trouve que ça, c'est quelque chose qu'on ne martèle pas assez souvent et qui pourtant est une caractéristique vitale dans notre métier. Qu'est-ce que tu leur donnes comme conseil ? On va rentrer dans le vif du sujet. Là, Qu'est-ce que, justement, quelqu'un qui te dit « j'ai envie de percer », qu'est-ce que tu leur dis ? J'essaie de leur faire comprendre que le défi pour eux, ça va être de se connecter à qui ils sont réellement et le montrer publiquement. Il y a souvent parfois un monde entre ce qu'on peut faire, ce qu'on est dans la vie. Et c'est un décalage qui est parfois assez hallucinant même. Des personnes que je vois qui sont très talentueuses mais qui n'arrivent pas à le montrer une fois que c'est parti, une fois que ça tourne, une fois qu'on peut les écouter chanter, une fois qu'on peut les écouter animer. Et le plus difficile, c'est d'affirmer sa personnalité. Donc en fait, être soi-même, mais sous le prisme de ce qu'on fait. En l'occurrence, moi, l'animation. C'est un travail de longue haleine avant de pouvoir être à l'aise dans des interviews, être à l'aise pour se connecter à l'autre, écouter ses réponses plutôt qu'écouter ses questions. Voilà, plein de paramètres comme ça à prendre en compte. Mais au final, c'est se connecter à qui on est. N'en dis pas trop parce que moi j'aime bien tout connaître. Tu as grandi à Sevran. Ouais. Parle-nous de ton enfance. Maman, papa, ils étaient dans le milieu artistique ? Ils n'étaient pas dans le milieu artistique. Okay. J'avais un papa qui était très impliqué dans ma vie artistique, c'est-à-dire qu'il a très vite compris ce que j'avais envie de faire. Il m'a vu graviter autour des animateurs radio que j'écoutais, ne pas dormir, faire des insomnies, donc il me soutenait. Et ma maman, elle voulait que j'aille au bout de mes études. Voilà, elle voulait que j'ai le bac, elle voulait que je fasse plein d'études. Donc j'ai eu cet équilibre en permanence entre le père qui me poussait, qui m'autorisait parfois à sécher les cours pour aller assister à des émissions de radio. Ouais, bien sûr. Ouais. On adore. Alors attends, ils faisaient quoi tes parents ? Alors mon père travaillait dans l'hôtellerie. Ok, il faisait quoi dans l'hôtellerie ? Il a fait plein de jobs différents dans l'hôtellerie, okay. Et dans la restauration également, et dans l'animation, mais de vin. Donc d'accord. Voilà, cette tchatche-là, je la dois beaucoup à mon père. Et ma mère travaillait toujours d'ailleurs auprès des enfants, assistante maternelle. Voilà. Quel beau métier. Ouais, c'est un beau métier. Et tu es métisse. Exactement. Qui est camerounais ? Maman. Maman est camerounaise. Maman camerounaise. Et papa ? Papa était français, avec effectivement, t'en parlais tout à l'heure parce que tu as... Berco, j'adore ce nom, Bercovici. Ouais. Et avec des origines juives, italiennes et polonais.
Donc tu es camerounais, juif, Ouais. catholique du côté de maman, Protestant du côté de protestant. maman, et Donc, juif avec papa. d'accord. Donc en fait, tu as baigné entre les églises Et les synagogues. et les Tout à synagogues. fait. Comment on forge son identité dans ce fervent mélange et Ouais. cette mixité? Qui es-tu vraiment? Ce qui est génial, Et à c'est que quel moment, pardon, tu Hmm. t'en es rendu compte? je pense que je m'en suis rendu compte au contact des autres. Mhm. Moi, je vois toujours ça comme une richesse culturelle magnifique. Parce que, comme tu le dis, évoluer entre des églises, des synagogues, avec une famille blanche, une famille noire, une famille protestante, une famille juive, c'est magnifique. J'apprends plein de choses, je regarde plein de choses. Moi qui suis curieux naturellement, c'est pour ça que je fais ce métier. C'est une richesse incroyable. Tu t'en rends compte quand tu es au contact des autres. Et que quand, par exemple, tu vas au Cameroun et qu'on te dit, vraiment en te regardant dans les yeux, tu es blanc. Ah, Et quand tu es ici et que tu es noir. que tu es noir. Voilà. Et c'est là que tu prends conscience du fait que tu es métisse. Et là, tu te poses plein de questions. Qu'est-ce qu'être métisse? Est-ce que je dois choisir un camp? Est-ce que je dois militer pour une cause plus que l'autre? Est-ce que je dois me sentir noir? Est-ce que je dois me sentir blanc? Tout ça vient. En réalité, il n'y a pas forcément de réponse à ces questions parce que je suis le fruit de tout ça. Et la difficulté, justement, c'est la projection des autres, Tout à le fait. regard qu'ils te posent. Ouais. Alors que la chose la plus intéressante dans la vie, c'est de savoir qui on est vraiment, sans avoir le regard des autres. Alors dis-moi, à 8 ans, tu rêvais de quoi quand tu étais tout petit? Tu rêvais déjà d'être animateur? Bien sûr. J'écoutais les animateurs et je voulais en être. Parce que, comme tu l'as très bien dit au début de ton portrait, j'étais timide. Timide maladif. Vraiment, très Moi, je introverti. t'imaginais espiègle, bavard, amusant, Pas du et tout. en fait, tu étais même complexé. Oui, oui, j'étais complexé. Il y a deux profils d'animateurs, on les voit à chaque fois, vous avez dû en rencontrer plein, pareil aussi dans tous les métiers artistiques. Ceux qui sont d'abord timides et qui se révèlent une fois qu'ils sont dans leur art, et d'autres qui sont exactement comme dans la vie, et il y a plein d'humoristes, on les croise, ils font des blagues tout le temps. Voilà, moi c'était vraiment l'inverse, j'étais très timide, mais en revanche, quand j'écoutais les émissions radio, je voyais une fenêtre vers ce que je voulais devenir et ce que je suis devenu maintenant. C'est-à-dire que la radio, c'est un tremplin pour moi pour me permettre même de sociabiliser, parce que je me disais que voilà, sous le prisme de ce studio où on n'est pas en contact direct avec les gens, eh ben on peut communiquer avec eux, on peut imaginer plein de choses, on peut construire un monde, construire un univers. Et j'adorais le fait que tout passe par la voix. J'étais à l'aise avec ma voix une fois que j'étais devant un micro. En revanche, dans la vie de tous les jours, j'étais hyper timide et complexé, comme tu l'as dit. Donc oui, je rêvais d'être animateur radio, et je rêvais de sociabiliser, et je rêvais de faire ce que je fais maintenant. Et qui étaient tes icônes? Qui te faisait rêver et qui écoutais-tu? Plein d'animateurs. Il y a une animatrice à qui je vais rendre hommage dans ce podcast qui s'appelait Macha Béranger. Ok, Tu connais? bien sûr. C'était une grande voix de France Inter, et elle avait une particularité, c'est qu'elle animait la nuit, entre minuit et 2 heures du matin. Et elle les appelait les âmes sans sommeil. Elle s'intéressait beaucoup aux noctambules, à ceux qui faisaient des insomnies, et donc on pourrait trouver aussi bien des routiers que des personnes qui travaillaient dans le monde hospitalier, que des taxis, que des gens qui se sentaient seuls, que des personnes âgées qui avaient envie de parler, de partager leurs histoires. Donc j'écoutais tout ça très petit. À minuit, mais t'avais Ouais. quel âge? 8 ans, ouais. Ok. Je l'écoutais et elle avait une voix fascinante. Je sais qu'elle animait dans le noir. Elle avait un petit chat. Elle avait une voix fascinante. Je ne comprenais pas tout parce que j'étais un enfant, mais je trouvais ça génial de pouvoir parler avec des inconnus. Ceux qui les remerciaient quand ils parlaient, ils disaient merci Macha, vous m'avez aidé. Il y en a qui pleuraient au téléphone. Je me suis dit, c'est donc ça le pouvoir de la radio. Quelqu'un avec qui tu parles, à qui tu vas pouvoir rendre service, comme un petit peu un psy, mais avec un prisme beaucoup plus artistique et médiatique. Je trouvais ça fascinant. Donc il y avait Macha Béranger pour le côté plus adulte, avec une voix, une personnalité, et puis bien sûr mes idoles des radios jeunes, Diffoul, Max, tous ces animateurs qui m'ont bercé et qui m'ont donné envie de faire ce que je fais maintenant, avec qui je travaille. Ça, C'est incroyable fascinant. comment les voix peuvent marquer. Moi, c'est la voix de Pascal Clark. Ah oui, quelle voix. T'as connu? Puis, bien sûr, bien sûr. Pascal Clark, qui après a fait d'ailleurs en aparté, et qui s'est servi encore de sa voix pour un outil télévisuel. Et je trouve que oui, la voix, c'est la personnalité. Et ce qui est bien avec la radio, contrairement en télé, c'est qu'on peut avoir des silences, des moments de pause. La voix est presque comme une chanson, c'est comme des mélodies. Alors quand d'autres voix se marient, il y a quelque chose de l'ordre du magique. Et surtout, le rapport qu'on a avec la voix et avec l'animateur, il est intime. La télé, on la regarde généralement en groupe, en famille, en amis, on regarde des rencontres sportives ensemble. La radio, c'est un rapport intime que tu as avec l'animateur. Donc je trouve que c'est fascinant. Tu avais des frères et sœurs? J'ai une petite sœur. Toute petite Ouais, sœur. ouais. Et alors, comment se fait-il que tu étais si complexé, si timide? C'était ton ADN, il s'était passé quelque chose. Pourtant, tu avais l'air d'avoir des parents aimants. Une Ouais. maman assistante maternelle, on imagine qu'elle devait être bienveillante. Oui. Oh, Un papa à l'écoute. oui. Non, tout se passait bien sur le point de vue familial. Je pense que c'était plus le rapport avec les autres qui était difficile. De l'âge de 88 ans, j'étais au Cameroun. Après, je suis venu à Paris. Et je Ah, pense tu as que grandi au j'ai Cameroun. grandi au Cameroun.
Et je pense que le passage du Cameroun à la France a été très douloureux, très violent. Raconte-nous. Bah, c'est deux cultures différentes, diamétralement opposées, et il y a une sorte d'autorité scolaire qu'on a au Cameroun, mais paradoxalement, un meilleur rapport humain qu'on a entre camarades de classe. Et lorsque je suis arrivé à Paris, j'ai découvert la différence, j'ai découvert qu'on se moquait de mon accent. C'est là que j'ai pris conscience que j'étais métisse, et, euh, et c'est là que j'ai commencé à être harcelé. Donc ça a été forcément violent, et je pense que ça a créé chez moi voilà, ce côté introverti que j'ai gardé. Et ma seule fenêtre de bonheur à ce moment-là, c'était vraiment quand j'étais confronté à l'art des métiers artistiques et radiophoniques, et quand j'étais dans le cocon familial avec mes parents et ma petite sœur. Donc à la maison, ça se passait très bien. C'est dès que j'étais exposé à l'extérieur que j'avais la boule au ventre. Cet harcèlement a duré combien de temps? Je pense que c'est sur toute la période fin de primaire, donc mon arrivée en France, et sur le collège. C'est-à-dire que pour moi, le harcèlement, c'est les années collège. Parce que j'ai tendance à dire qu'au collège, on rêve d'être adulte, mais on l'est absolument pas. On ne veut plus être enfant, mais on l'est encore un petit peu. Donc c'est littéralement la loi du plus fort. Donc quand on est encore en train de se chercher, qu'on essaye de grandir, c'est ceux qui ont le plus de personnalité, ceux qui sont voilà, qui montent le plus les muscles, entre guillemets, qui gagnent. Donc forcément, j'étais écrasé dans cet univers-là, au sens propre du terme. Tu en avais parlé à tes parents? Non. Parce que quand vos parents, et j'ai beaucoup de témoignages, hein, j'en ai parlé après du harcèlement, et j'ai reçu plein de témoignages, je reçois encore des auditeurs de Skyrock qui m'écrivent, quand nos parents nous élèvent bien et nous donnent de l'amour, on n'a pas envie de les décevoir souvent. Donc on n'a pas envie de leur dire qu'on est confronté à la violence, parce qu'on a peur peut-être aussi qu'ils se disent qu'est-ce que je fais mal, alors qu'en fait ils font tous très très bien. Et surtout, quand on est harcelé, on a l'impression que c'est nous le problème. Mine de rien, maintenant j'ai 35 ans, donc à mon époque, je peux dire à mon époque, ça y est, on n'utilisait pas le terme harcèlement. Voilà. Et même quand on parlait aux profs, ils nous expliquaient qu'il fallait se comporter ainsi. Donc on se sentait plutôt à la traîne. Et puis à l'effet de meute, quand 5-6 personnes vous harcèlent, vous êtes perdant de toute façon. Donc on essaie juste d'être un petit peu comme dans ces films et ces séries américaines, un peu plus populaires, d'essayer de sympathiser, d'avoir un ou deux amis, mais c'est la croix et la bannière. Donc non, j'en parlais pas du tout à mes parents, j'avais personne à qui en parler, et c'est ce que je dis à chaque fois aujourd'hui, c'est difficile de parler à quelqu'un. En revanche, même quelqu'un d'extérieur qui peut avoir du recul, ça peut nous faire du bien. C'est le début de la solution. Ouais. Ce qui est étonnant dans notre podcast, c'est que nous recevons beaucoup de célébrités qui nous racontent combien ils ont été harcelés. Comment tu l'expliques? Est-ce que la singularité, la différence, le talent éveille de la jalousie? C'est un raccourci, je ne sais pas. Je cherche une explication à ça. Est-ce que tu aurais une lecture? C'est plein de critères différents. Je pense même pas qu'il y ait une réponse définitive sur le sujet. Je suis hyper heureux qu'on en parle parce que ça change les mentalités progressivement, c'est évident. Mais c'est vrai que j'avais ce sentiment de décalage, non pas de supériorité du tout. C'est juste que comme j'étais déjà quelque part je me projetais dans mon métier, j'avais une sorte de maturité que les autres n'avaient pas, et j'étais presque obligé de me confondre avec les autres, d'être un peu caméléon pour pouvoir essayer de connecter avec eux, ce que j'ai jamais réussi vraiment à faire. Donc je pense qu'il peut y avoir ce côté de décalage, et les invités que tu as pu recevoir ont pu te rapporter ça aussi. Et le harcèlement vient de là, mais je pense que c'est vraiment la difficulté de pouvoir s'affirmer, affirmer sa personnalité quand on a entre 10 et 14 ans, qui est infiniment difficile quand d'autres ont déjà une personnalité très très forte. Quelles séquelles cela t'a laissé en tant qu'adulte? Pas mal. Pas mal. Mais il y a ce côté revanche, je préfère dire revanche d'ailleurs plus que vengeance, qui est présent en permanence. Parce que quand je vois que j'arrive à sociabiliser avec tout le monde, aujourd'hui on mène cette interview, on se connaît à peine depuis quelques minutes, mais j'arrive à pouvoir me confier à toi, c'est une sorte de victoire. Quand je vois effectivement le parcours que j'ai pu avoir, les interviews que j'ai pu mener, les projets que j'ai pu réaliser, et les proches que j'ai autour de moi aujourd'hui, alors que je rêvais d'avoir littéralement des proches que je n'avais pas au collège, je vois forcément un écho par rapport à toute cette période. Je les vois. Je vois le harcèlement, je vois mes échecs, je vois mes doutes, je vois ce temps infiniment long. Quand on est au collège, on a l'impression, et c'est pour ça que malheureusement certains pensent au suicide. C'est parce que j'ai jamais pensé, mais je comprends que ça puisse arriver, parce que le temps passe infiniment, lentement. Voilà, je me rappelle des moments où on était en vacances, c'était vraiment des respirations. On était si heureux, alors qu'aujourd'hui, quand on est adulte, on se dit, mais ils sont en vacances tous les mois et demi, et c'est vrai, mais c'est si long, c'est interminable. On se rend pas compte qu'il y a effectivement une lumière au bout du tunnel, et il faut y croire, il faut des personnes pour vous le marteler, sinon on n'y croit pas. Quel message tu donnerais
à des auditeurs, à des gens qui nous écoutent et qui vivent une situation d'harcèlement? Quoi faire? Que faire? Leur expliquer, j'aurais adoré qu'on puisse me dire que je ne suis pas fautif, que je n'ai pas à me comporter différemment, qu'on n'a pas à être harcelé, que c'est eux qui se comportent mal. Je suis content qu'aujourd'hui le mot harcèlement soit au cœur de notre champ lexical à tous, qu'il y ait des numéros pour appeler, qu'on puisse parler à des anonymes, que les profs puissent être formés pour ça, que maintenant quand quelqu'un harcèle, c'est à lui de quitter le collège ou de quitter le lycée. C'est tout bête, mais ça n'avait pas été fait avant. Donc on ne peut plus être insensible à cela aujourd'hui. C'est vraiment un poids énorme pour se révéler, pour pouvoir grandir. Ce sont des années hyper importantes qui laissent des séquelles, comme tu l'as dit. Donc mon conseil est toujours le même, même si on ne peut pas forcément parler à ses parents ou à ses amis, une seule personne peut nous sauver en fait. Voilà. Et mettre des mots sur ce qu'on vit, pas les garder, ça fait un bien fou. On a vu récemment l'équipe de France de foot, faire un superbe clip vidéo. Ouais. Et si on lançait un truc là, avec Jordan Deluxe, Christophe Beaugrand, on y va tous? Est-ce que tu te déplaces dans les écoles? Est-ce que tu vas parler aux enfants? Oui, bien sûr, tout le temps. Chaque année, je fais des interventions dans les collèges ou dans les lycées. J'y vais encore là dans 1 mois et demi. Parce que c'est vrai qu'il y a 5 ans, c'était un magazine qui s'appelle Glamour et qui m'avait demandé de faire une tribune sur un sujet de mon choix. Et je voulais parler du harcèlement. Mais il y a 5 ans, on n'en parlait pas vraiment encore. On n'en parlait pas vraiment. Ouais. Et en fait, quand j'ai commencé à vouloir parler du harcèlement numérique, je me suis dit, mais attends, je l'ai vécu. Et je me suis replongé dans ça, comme si j'avais fait un déni de tout ça. Parce qu'une fois que tu as pris ta revanche, c'est vrai que tu as envie d'oublier quelques souvenirs un petit peu négatifs. Et là, j'ai commencé à parler de mon expérience et ça a donné un écho. J'ai pu en parler après dans Brut, etc. Et maintenant, oui, de temps en temps, je fais des interventions, autant que possible. Il faudrait aussi former les adultes, oui. Parce que c'est pas que les enfants. Oui. C'est les adultes qui ne savent pas aussi comment gérer les situations. On va revenir à ton parcours d'animateur. Tu te souviens de ton premier moment micro? Je crois que c'était justement au Cameroun. Tout à fait. Je sortais d'un vaccin et c'était juste en face de la radio. Il faut savoir qu'à fin des années 90, il y avait 3 ou 4 radios au Cameroun, pas beaucoup. Donc les animateurs étaient des superstars forcément. Et je me retrouve face à une radio et je demande à ma mère, est-ce qu'on pourrait aller visiter la radio? Donc elle demande, et forcément quand ils voient un petit enfant qui a 7-8 ans, ils sont hyper sensibles à ça. Donc on rentre dans les locaux et quand je vois pour la première fois de ma vie un studio de radio et l'animateur principal, je me transforme. C'est fou. Ouais, immédiatement. J'ai les yeux qui brillent et je demande instinctivement, est-ce que je peux dire un mot au micro? Incroyable. Et là, j'ai parlé dans le micro. Et j'ai su que c'est ça que je voulais faire toute ma vie parce que j'étais à l'aise. J'ai vu dans le regard de ma mère qu'elle ne me reconnaissait pas et qu'elle a vu soudain un adulte en train de s'exprimer. De quoi t'as parlé en total impro? Tu t'en rappelles peut-être pas? Je crois que j'ai raconté mes vacances. Je crois que j'ai voulu lancer un disque. J'ai voulu co-animer avec l'animateur, lui raconter mon histoire. J'étais vivant là. En fait, c'est drôle parce qu'on parlait de ton métissage et de tous ces mélanges qu'il y a en toi et qui cohabitent. Mais à ce moment-là, au Cameroun, quand tu prends ton micro pour la première fois, justement, que tu n'avais pas encore découvert et vécu cet harcèlement, quel genre de petit garçon tu étais à ce moment-là? Oh, quand j'étais au Cameroun, j'ai des souvenirs très heureux de mon enfance au Cameroun parce que je me sentais à la maison. Il y a quelque chose, j'y suis retourné il y a 2 mois là au Cameroun et il y a quelque chose qui est génial, c'est qu'on peut parler à tout le monde dans la rue, on peut discuter avec tout le monde et chacun vous fait comprendre à quel point partager un moment, c'est une richesse. Les gens sont beaucoup plus heureux là-bas qu'ici et ça c'est très marquant. C'est pour ça que j'ai besoin d'y retourner aussi souvent pour avoir des piqûres de rappel parce que paradoxalement les gens en général ont moins de moyens qu'ici, beaucoup moins, mais sont nettement plus heureux. Donc j'ai des souvenirs vraiment de joie, de beaucoup de sourires, de beaucoup de moments de partage, de l'importance de partager un moment, de l'importance de partager un repas, de l'importance de se soutenir. Et ça c'est cet esprit-là qui me reste du Cameroun et c'est pour ça que j'ai besoin d'y retourner souvent. C'est vachement intéressant ce que tu racontes parce que finalement ce petit garçon au Cameroun de 8 ans qui prend le micro pour la première fois, qui était un petit garçon heureux, a été contrarié dans son ADN en arrivant en France. Et c'est bien malheureux. Est-ce qu'on fait des études pour devenir animateur radio? Il y a une école de radio qui s'appelle le Studec. Mais si tu veux une petite anecdote, je me rappelle très bien au lycée quand on commence à vous dire qu'est-ce que vous faites après le bac, commencez à regarder les BTS, les facs. Je montre la brochure à mes parents pour leur dire voilà. Et ils regardent le prix, c'était 15 000 €. Ils me disent, sympa. C'est pas possible. Donc je me suis dit, je vais me débrouiller autrement. On n'a absolument pas voulu. Et j'ai commencé à envoyer des maquettes. Les maquettes,
c'est comme quand tu as reçu beaucoup d'artistes ici, bah, ils envoient ce qu'ils savent faire, hein. Chez les chanteurs, ça va être des moments de chant. Bah, chez nous, les animateurs, on envoie 3 minutes de speak, des moments où on parle, où on Donc là, fait tu as des quoi? jeux. Tu as 18 ans, tu viens de passer ton Là, bac. j'ai 16 ans, j'ai même pas encore eu mon bac et je l'aurai jamais Ah, d'ailleurs. tu lâches pas, hein? Non, non, je lâche pas. Tu lâches pas. Jamais, En mode pitbull. bien sûr. Et j'ai envoyé plein de maquettes partout. Et justement, le jour des épreuves du bac, j'ai passé un entretien sur une radio à Orléans. J'aurais pu aller au bac, je l'aurais sans doute eu, mais j'ai préféré aller passer un entretien parce que c'était vraiment un entretien de la dernière chance pour intégrer une radio locale à Orléans. Et j'ai réussi mon entretien. Et t'es pas allé au Je bac? suis pas allé au bac. Et qu'est-ce qu'ils ont dit, tes parents? Je les ai menti, j'aurais menti, je leur ai dit que j'allais à l'épreuve le matin. Je suis allé à Orléans passer mon entretien, mais quand je suis revenu le soir et que j'ai eu l'appel du patron pour me dire tu commences la semaine prochaine, j'ai dit Waouh. 2 choses à mes parents. J'ai dit la première, désolé papa, maman, je vous ai menti, je suis pas allé passer l'épreuve, mais j'ai un contrat, je commence la semaine prochaine. Ils m'ont pris dans les bras. Et quelle était cette première radio? C'était Forum à Orléans, une radio qui Ok. existe toujours, qui est une radio qui m'a énormément appris musicalement parce qu'elle a un format qui est assez proche de Nostalgie. Mhm. Ce qui fait que quand tu as 18 ans et que ta culture musicale est limitée, passer des morceaux des années 60, 70, 80, 90, soudain c'est large. C'est pour ça que maintenant je suis imbattable en blind test. C'est parce que pendant 1 an j'ai travaillé sur Forum à Orléans et je connais toutes les musiques et j'ai su parler aussi à un public plus adulte. Ça a été très formateur. C'est une radio associative ou Non, pas du c'est une tout? radio locale qui fait partie d'un groupe de radio où il y a Ah. aussi Ado, Voltage, Radio Latina. C'est un Ok. grand groupe. C'est Ah, comme ça très que j'ai bien. pu être muté sur Paris après et être opéré par Default. Et après, ça s'enchaîne, j'arrive Ouais. même plus à te suivre. Si je cite, c'est trop long, on va passer un quart d'heure. C'est Ado FM, Tout à fait. chroniqueur sur France O, Oui. animateur TV sur MCE, chroniqueur sur Minute Buzz, Oui. chroniqueur France 3, le récap, mais enfin bon, bref, on continue. Le 16-20 Skyrock, bref. Comment tu as enchaîné ces opportunités? Donc, ça veut dire que là, à 16 ans, t'es pas allé au bac. À 18 ans, ouais, je suis pas allé au À bac. 18 ans, Ouais. pardon, tu as Ouais. décroché ton premier boulot Oui. et ça s'enchaîne. Oui, oui. Et depuis, ça s'est pas arrêté? Ça s'est pas arrêté. Il y a eu plein d'opportunités comme ça qui se sont présentées, avec toujours un mot en tête qui est effectivement l'audace. Parce que, tu vois, quand je fais un projet, il y a une radio qui s'appelle Skyrock pour les militaires, qui est une radio, qui est une déclinaison de Skyrock. Le monde militaire, je le connais assez peu. J'ai 2-3 amis militaires, mais je le connais assez peu. Mais justement, c'est parce que j'ai la curiosité de me dire, je ne connais pas ce monde, je vais pouvoir avoir d'autres cordes à mon arc, que je m'y intéresse. Donc je commence à réviser, à m'entraîner un petit peu pour savoir ok, qu'est-ce que je pourrais apporter, quels sont les mots adaptés pour pouvoir réussir ça. Tu vois, comme on parle de casting, généralement c'est ce qui s'est passé. Pareil, quand j'ai travaillé pour France O, c'est une chaîne de culture outre-mer et j'ai intégré une émission où je faisais des chroniques chaque jour sur les initiatives des jeunes en outre-mer. Sauf que moi je suis originaire du Cameroun, donc je connais pas la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, mais j'y suis allé justement pour pouvoir apprendre. Je me suis renseigné, j'ai regardé des documentaires pour pouvoir être légitime au moment de passer l'entretien, au moment de passer le casting, d'être fort et montrer ma légitimité. On va finir copains. Hein. Bien Tu sûr. sais que moi je dis tout le temps enquêter, rechercher et comprendre. Audacieux et curieux. Ouais. Mais alors dis-moi, le casting en radio, ça existe? Oui, bien sûr. Le casting en radio, c'est vraiment très particulier parce que il y a à la fois tout montré en 5 minutes. Donc c'est une sorte de démonstration énorme de ce que tu peux faire, alors que c'est compliqué de tout montrer en 5 minutes. Mais voilà, il faut qu'on arrive à faire une sorte de best-of, un packaging de ce qu'on est capable de faire, à savoir la communication avec l'auditeur, l'interactivité, montrer ce qu'on peut faire, que ce soit en offrant un cadeau, que ce soit en écoutant quelqu'un qui nous raconte ses problèmes, de réussir des lancements, c'est-à-dire de montrer qu'on est dynamique, montrer un peu de sa personnalité avec des expressions à nous, ce qu'on appelle un top horaire, donc voilà, parler en début d'heure pour expliquer ce qui va se passer dans l'heure qui arrive, dérouler le menu à notre façon. Donc c'est quelque chose de très particulier, qui peut paraître difficile pour ceux qui ne le connaissent pas, mais qui est extrêmement stimulant. C'est ça le casting en radio, c'est montrer ce qu'on est capable de faire en 5 minutes chrono. Et 5 minutes, je suis gentil. Ah ouais. Ouais, ça peut être plus court, ça peut être 2-3 minutes. Alors, aujourd'hui, pour nos auditeurs qui veulent se lancer dans une carrière en tant qu'animateur, qu'est-ce qu'il faut faire? Je dirais 3 choses. La première, c'est d'abord écouter. Avant d'en faire de la radio, moi j'ai écouté beaucoup d'animateurs. Donc il faut s'inspirer, écouter. Et après, essayer de comprendre le format qui nous correspond le plus. Est-ce que ce sont des radios généralistes, où on a donc des talk shows? Est-ce que ce sont des radios thématiques, ou alors la spécificité ça va être de faire du sport, de parler d'une émission médicale, j'en sais rien, enfin voilà, mais thématique, ou alors est-ce qu'on veut comme moi être dans le domaine musical, donc passer de la musique, rencontrer des artistes, avoir des concepts autour des thématiques musicales. Il faut vraiment cerner ce qu'on a envie de faire, et après il faut tout simplement faire. Il faut d'abord s'inspirer, écouter les autres avant de faire nous-mêmes, et surtout d'affirmer sa personnalité, parce que
je suis le fruit de plein d'animateurs que j'ai entendus, mais j'essaye maintenant de pouvoir aussi être moi-même afin qu'on puisse se dire après, bon ben voilà, j'ai écouté Emmerich, ça m'a donné envie de faire de la radio. C'est ça l'idée en fait. On s'inspire d'abord, on applique après et on inspire d'autres ensuite. Quelle est ta plus belle rencontre dans ce milieu? D-Fool. Parce que tu as fini par travailler avec lui. Ouais, c'est ça. J'ai grandi en l'écoutant, je l'écoutais en cachette et maintenant c'est mon directeur. La magie de la vie. C'est magnifique. C'est magnifique. Et c'est pas que dans les films, ça existe vraiment. Raconte-nous. D-Fool m'a contacté, donc j'ai pas eu. Ah, c'est lui qui t'a contacté? Ouais. Je te crois pas. Je te jure. C'est lui qui t'a contacté. Ok. Faut savoir que c'est le passionné ultime de radio. Il vit radio à 100%. Il écoute tout ce qui se passe sur les petites radios, il se balade. Et il m'a écouté, il m'a appelé et il m'a dit un truc que j'oublierai jamais. Il m'a dit, tu pourrais être un excellent animateur, ce que je pense. J'ai besoin de te voir pour cerner tes qualités humaines. Donc on a parlé pendant des heures et des heures. On a parlé de tout et de rien. C'était pas vraiment un entretien. On a parlé de radio, de ce qui m'a inspiré. Et je trouve que je l'applique aujourd'hui maintenant avec les équipes avec lesquelles je travaille ou les gens que je peux éventuellement recruter. Je cherche à travailler avec des personnalités qui sont efficaces au travail, mais je veux également les qualités humaines. Pour moi, c'est primordial. C'est ce qui fait aussi la santé et l'authenticité d'une radio qui a une personnalité, une radio vivante. Donc D-Fool m'a appris ça, et c'est vrai que la rencontre était assez fascinante parce que j'étais tiraillé. À la fois, je l'admire, mais en même temps, il faut être dans un esprit de... comment dire, il faut démontrer qu'on a envie de travailler avec lui. Donc c'était très particulier, mais il m'a vraiment mis à l'aise et ça m'a vraiment inspiré de le rencontrer parce que j'ai vu ce que c'était la définition d'un passionné. Et c'est peut-être ce qui fait la différence entre ceux qui veulent juste travailler dans le secteur et ceux qui sont passionnés. C'est-à-dire que ceux qui vivent radio H24, moi parfois avant de dormir, je regarde encore les informations que je vais pouvoir traiter dans ma chronique qui est le récap chaque jour. Et ça va en fait. Certains vont me dire bon, maintenant il faut déconnecter du travail. Moi je déconnecte vraiment jamais du travail et mes proches le savent et sont en adéquation avec ça. Est-ce qu'il y a eu des moments de doute où tu te dis ok vas-y je laisse tomber? Non, des moments de doute il n'y en a jamais. En revanche il y a du doute chaque jour parce que le temps passe, les habitudes des auditeurs évoluent. Maintenant on a la radio donc que je te racontais qui était juste une voix, ça n'existe plus aujourd'hui. Voilà, même au moment où c'est ce podcast, il y a quelqu'un qui est en train de nous filmer, ce qui prouve que la voix ne suffit plus. Et je suis en accord avec ça. Je suis présent sur tous les réseaux sociaux, j'ai une chronique quotidienne sur Snapchat. Quand ça m'arrive qu'on me reconnaisse dans la rue, c'est pas forcément par rapport à Skyrock, mais c'est par rapport à Snapchat. Donc on est vraiment dans un monde qui est différent. Donc les doutes que j'ai pu avoir étaient plutôt de ma manière de m'adapter à ce nouveau monde. Est-ce que c'était compatible? Est-ce que c'était ce que j'étais venu rechercher quand le petit enfant que tu décris voulait faire de la radio et qui était timide? La réponse est oui. J'ai pu maintenant être en accord avec mon image, sinon j'aurais pas pu me montrer en télévision. J'ai travaillé ma posture, j'ai travaillé mon élocution pour l'adapter également aux réseaux sociaux. Donc oui, les doutes sont venus de ça, mais ils se dissipent. Mais on n'est pas à l'abri, ça change tout le temps. Qu'est-ce que sera la radio dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans? Comment elle va évoluer? Comment elle s'adapte avec cet univers digital, de Spotify, de Deezer, d'Apple? Ça, ce sont des vraies questions qu'on est en train de se poser actuellement. J'ai la chance d'être sur Skyrock, qui est pour moi une radio incroyable en termes de liberté et une radio vivante, ce qui n'est pas le cas de toutes. Donc c'est fantastique d'être à cet endroit-là, aujourd'hui, à ce moment-là précis, au moment où en plus le rap français a pris une dimension qui est jamais vue auparavant, tout simplement. Donc c'est exceptionnel. Mais on est face à des questions qu'on se pose chaque jour. Et c'est bien d'être dans un média qui bouge et qui s'adapte. Justement, parlons rap. Tu as 35 ans. Moi, j'ai vu naître le rap avec IAM, NTM, etc. C'est quoi les ADN? Ils rigolent. Non, ne me manquez pas de respect. Parce que ce sont des bonnes références, Soledad. Quelle est la différence, justement, dans ce monde où tout change en 2024? Moi, je viens d'une époque où le rap, c'était vraiment un message politique avec des vrais codes, la danse, le graphe, le respect des femmes, et c'était vraiment des messages d'une jeunesse. Je pense beaucoup au NTM. C'est quoi aujourd'hui le rap en 2024? Ce qui est intéressant, c'est que le rap aujourd'hui est arrivé à maturité et qu'il y en a plusieurs. C'est-à-dire que quand quelqu'un va te dire qu'il écoute du rap, il va falloir maintenant qu'il précise. Tant c'est devenu un champ large. Il y a de la pop urbaine, il y a encore du rap à texte avec des artistes qui ont des messages à faire passer sociétaux. Il y a du rap
populaire qui est incarné par la scène marseillaise représentée par Jul. Il y a du rap planant qui est incarné par PNL. Il y a tellement de rap différents. Il y a du rap qui se rapproche vraiment de la variété ou même du rock. On le voit, il y a plusieurs concerts avec vraiment des rockstars. Quand j'ai vu Travis Scott sur scène, pour moi, c'est une rockstar. Donc le rap est arrivé à maturité. On le ressent aujourd'hui à l'audience de Skyrock. C'est que l'époque que tu décris, c'est une époque où le rap était écouté principalement par des jeunes. Et aujourd'hui, je croise des personnes qui ont 40, 50, 60 ans, qui vont dans des concerts de rap. On n'a jamais rempli autant de fois des Bercy. C'était difficile à remplir les Bercy, même pour des groupes comme NTM. Alors que tu as vu, quand NTM est revenu il y a quelques années, qui a fait un comeback sur scène, c'était complet en seulement quelques minutes. Ils sont devenus les Rolling Stones. C'est ça la différence par rapport à il y a 25 ans. Le rap fête ses 50 ans aux États-Unis. En France, je dirais qu'il a 30 ans maintenant. Et on a plusieurs générations de rappeurs. On est sur un nouvel âge d'or du rap où maintenant, le rap est présent partout. Et même ceux qui me disent je n'écoute pas du rap, je les vois regarder The Voice avec Soprano ou Big Flo et Oli qui sont dans le jury. Je les vois aller au concert de Gims qui est un rappeur, même si également il chante. Donc le rap est en quelque sorte devenu une sorte de nouvelle pop en France. C'est le style musical le plus écouté. Et nous, on est hyper fiers parce que Skyrock a été à l'origine du rap français. Et quand tu écoutais NTM et IAM, moi aussi, j'écoutais Skyrock qui passait NTM, IAM, Doc Gynéco par la suite avec Stommy Bugsy, Passy, tout ce qui s'est passé aussi à Marseille avec Funky Family. Et aujourd'hui, on est sur une autre génération de rappeurs. Ça se réinvente. Je trouve que depuis 2015, on vit un âge d'or exceptionnel qui continue. Chaque semaine, Laurent Bounot, le directeur de la radio, reçoit des disques d'or, des disques de platine, des disques de diamant liés au rap. Voilà, il n'y a pas d'équivalent. Je pense que c'est même plus fort que les yéyés dans les années 60. C'est incroyable. Est-ce que c'est une jeunesse qui a encore des choses à défendre? Oui, bien sûr. C'est juste que, comme la vie est devenue peut-être plus difficile, il y a aussi beaucoup de personnes qui écoutent du rap comme ils écoutaient le disco ou la funk pour s'aérer l'esprit. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément, pas tous, mais certains ne sont pas forcément à la recherche de messages. Ils veulent aussi du divertissement, ils veulent aussi s'amuser. Et je crois que je parlais avec Oli qui me disait oui, quand on écoute certains morceaux de Gradure, de L'Enfoiré, qui sont des morceaux de festifs et dansants, c'est comme quand on écoutait les Démons de Minuit dans les années 80. Et j'aime bien ce parallèle-là, parce qu'il y a des morceaux qu'on écoute vraiment. Je suis allé dans des fêtes du village près d'Avignon il y a 2 ans, et il y avait des morceaux rap, et je trouve ça incroyable. Ça prouve la dimension qu'a pris le rap aujourd'hui en France. C'est une dimension qui est populaire, qui est familiale, et moi je suis hyper heureux d'avoir des auditeurs qui ont 15 ans, qui rentrent du lycée, comme d'avoir des mères de famille à qui j'offre des places de concert pour qu'ils aillent voir Soprano avec leurs enfants. Ça, c'est fantastique. Une des premières rappeuses en France était des filles comme Lady Lusty. Bien sûr, Lady Qu'en Lusty, est-il du super. rap français au féminin? Il y a des rappeuses féminines qui sont super. Je pense à Doria qui est une rappeuse fantastique, qui a un grand message et qui a un flow unique. Je pense à Shai qui pour moi est celle qui s'adapte le mieux du rap féminin qui cartonne aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis c'est vrai qu'il y a plein de rappeuses. Donc l'empreinte qu'a laissé Diams est si grande. J'ai vu le film de Bob Marley qui sort là dans quelques jours, et Diams est au rap français un peu ce que rap féminin français, ce que Bob Marley a fait au reggae. C'est-à-dire que c'est si gros, c'est si puissant, c'est si impactant, ça traverse tellement les époques que c'est difficile de retrouver quelqu'un avec cet impact-là dans le même domaine. Et je pense que voilà, c'est ce qu'a fait également Diams. Je cite Lady Lusty qui était une rappeuse à texte aussi très très forte. Je pense aussi à d'autres rappeuses, mais c'est vrai que Diams a laissé un impact incroyable. Et aujourd'hui, on cherche un petit peu cette relève-là, mais il y a plein de rappeuses qui ont des textes et qui sont superbes. Revenons à Skyrock. Tu fais maintenant partie des animateurs phares de la radio. Tu y es depuis 2009, mon vieux, ça ne te rajeunit pas. Raconte-nous comment tu y es arrivé. Comment tu es rentré chez Skyrock? Alors, c'est via ces entretiens avec D-Fool. Ce qui est bien, c'est que quand D-Fool vient me récupérer sur ma radio locale où j'étais, on parle pendant des mois avant d'intégrer Skyrock. D'où l'importance des qualités humaines que je t'évoquais tout à l'heure. Et une fois que j'ai fait le grand saut, je suis arrivé à Skyrock et j'ai commencé par faire les nuits, les week-ends. Et c'est ce que m'avait dit D-Fool. Il m'avait dit attention, sur la radio locale où tu es surexposé chaque jour, Skyrock, tu vas devoir travailler. Et je trouve ça génial. Et c'est ce que font les nouveaux animateurs aujourd'hui aussi. C'est que c'est comme un bootcamp, c'est un peu un camp d'entraînement. Il faut d'abord faire la nuit, il faut parler aux auditeurs le week-end, le plus longtemps possible pour s'imprégner de l'ADN de la radio avant d'arriver sur une tranche de la semaine comme je suis aujourd'hui. Donc j'ai commencé à ce parcours-là, et surtout, je crois qu'à partir de 2010, Skyrock m'a fait confiance pour faire les interviews. Et c'est là que ça a été fantastique. J'ai assisté à la conférence de presse qu'a donnée Michael Jackson quelques mois avant son décès. C'était un rêve d'enfant. J'ai pu rencontrer effectivement Beyoncé dans mes premiers mois à Skyrock. J'ai rencontré les Black Eyed Peas dans les coulisses de leur concert au Stade de France. Ils ont donné 4 stades de France complets. C'était de la folie. Et ça, c'est des souvenirs mémorables, parce que j'ai 20 ans à ce moment-là, et D-Fool, Laurent Bounot, Pierre Bélanger me font confiance pour réaliser ces entretiens qui resteront gravés à tout jamais. Et ça continue aujourd'hui.
Eminem, Ouais. Rihanna. Ouais. Donne une petite anecdote sur Rihanna. Allez, fais-moi kiffer. Alors Rihanna, j'étais timide. J'ai retrouvé ma timidité. Ah ouais. Et j'ai perdu ma question. J'ai quand même posé une question parce que c'était une conférence de presse et je lui ai posé une question sur ses concerts à venir. Et c'est vrai que c'était impressionnant de rencontrer Rihanna. Quand j'ai rencontré Kanye West aussi 2 mois juste après, il m'a dit quelque chose que j'oublierai jamais. J'ai voulu faire une photo avec lui. Ok. Il m'a dit non dans un premier temps. Mhm. Et il m'a dit toutes les photos doivent avoir une histoire. On va parler 2-3 minutes ensemble et à la fin, on fera une photo. Parce que quand tu pourras montrer cette photo à tes proches, tu pourras leur raconter une histoire qui va avec la photo. Si tu fais une photo sans histoire, tu es juste un chasseur comme un paparazzi. Et je me suis dit, Joli. ça c'est fantastique. Et ça m'a tellement marqué que depuis, chaque photo que je fais, j'essaie de raconter une histoire avec. Parce que rencontrer quelqu'un à l'arrache et faire une photo c'est facile. Mais à la fin de ce podcast, quand on fera une photo, je pourrais dire, bah oui, on a échangé pendant 1 heure, on a évoqué tel et tel sujet, on était dans cet entretien-là. Et je trouve que c'est important de donner de la valeur aux photos, à l'heure où des photos sont partout, à l'heure où on a un téléphone dans notre main en permanence, à l'heure où on dégaine notre téléphone pour faire des stories dans la rue, c'est important de donner du sens à tout ça. Tu prêches une convaincue. Parler émotion et parler vrai. Des célébrités, tu les enchaînes. Quand tu arrives chez Skyrock et qu'au bout d'un an, on te donne cette chance unique et cette confiance, est-ce qu'il y a quand même eu des moments où ça a été un peu compliqué, tu as dû faire ta place? Est-ce que c'est comme dans le cinéma où tu sais, c'est un peu compliqué, il y a de la concurrence, c'est pas un milieu très gentil, où la mode, la mode. Qu'en est-il dans la radio? C'est plutôt sympa comme milieu? Oh, je pense que c'est quand même plus sympa que dans d'autres milieux que j'ai pu côtoyer aussi un peu de près ou de loin. Mais j'ai gardé en tête d'essayer de compartimenter. C'est-à-dire que j'ai de la chance d'avoir des amis, mes amis proches que j'ai aujourd'hui, c'est les amis que j'avais quand j'avais 18 ans. Donc j'ai gardé ce cercle assez proche, un cercle de confiance. La confiance, c'est le maître mot hein, dans les relations amicales, dans les relations sentimentales, la compréhension, voilà, on va avoir cette affinité très particulière. Ce qui fait que mes collègues de radio, et pour la plupart je les apprécie, ils sont plutôt sympas, surtout à Skyrock, ce sont mes collègues. Et je compartimente avec les amitiés réelles que je peux avoir et qui n'ont parfois et surtout rien à voir avec la radio. Les amis avec qui je suis sont assez éloignés de ce monde et ça me fait aussi du bien parce que autant je suis passionné dans ce monde-là et j'y consacre des heures et des heures, autant j'aime bien aussi parfois avoir cette déconnexion, cette respiration pour me reconnecter, j'allais dire, au monde réel qui est quand même assez éloigné du monde médiatique, artistique. On a très vite de se retrouver dans des bulles et penser que c'est la réalité. Et je pense que même pour être efficace sur une radio nationale où on émet à Lille, à Bordeaux, à Toulouse, des 4 coins de la France, dans les petites villes comme dans les moyennes villes, il faut vraiment se connecter à l'essence de qui on parle, à qui sont vraiment les vrais gens dans leur quotidien. Donc si j'étais qu'entre animateur radio, on serait dans un entre-soi et je serais déconnecté, je n'arriverais même plus à savoir ce qui se passe et capter le goût des choses. Le milieu artistique est relativement incertain. Ouais. On le sait, quand on est comédien, on tourne et puis après, on ne sait pas ce qui nous arrive pendant un an. Qu'en est-il de la radio? Est-ce que tu as la sécurité de l'emploi? Est-ce que c'est un renouveau comme les animateurs télé où au mois de juin, on ne sait pas ce qu'on va faire en septembre? Oui, je dirais que la sécurité de l'emploi n'existe pas. C'est-à-dire que je ne me suis jamais positionné en me disant je suis assis tranquillement et ça va le faire. Je sais que j'ai acquis beaucoup d'expérience et j'ai assez confiance en mes capacités d'animateur radio aujourd'hui. Mais il faut se remettre en question vraiment chaque jour, en permanence. Donc rien n'est acquis. Je ne sais pas si c'est le métier où il y a le plus d'incertitudes, mais en tout cas, on n'est pas sur une place offerte et ad vitam aeternam. Aymeric Berco, qui es-tu aujourd'hui? Celui que je suis en face de toi, c'est-à-dire que j'ai réussi à connecter le petit garçon timide, introverti, qui avait aussi sans doute ses qualités, hein, avec l'animateur que je voulais être, avec beaucoup plus d'assurance. Je suis vraiment aujourd'hui moi-même à 100%. Alors bien sûr, la personnalité radio peut être amplifiée quand je suis dans mon exercice, mais au contact de tout le monde, des personnes que je viens de rencontrer, des personnes qui sont bienveillantes, j'essaie d'être le plus en plus moi-même. Et l'identité culturelle, pourquoi est-ce finalement si déterminant pour tous les gens qui nous écoutent, qui sont de telle origine ou de telle? C'est difficile, c'est un long chemin finalement de comprendre d'où on vient et quelles sont nos ressources, nos talents selon nos origines. On parlerait du Cameroun, qui est une terre où tu vas régulièrement pour te ressourcer, prendre de la force, et en même temps tu es français. Qu'en est-il de cette identité aujourd'hui, Cameroun, France? J'adore cultiver les deux.
C'est-à-dire que je suis très fier d'être français. Je sais reconnaître les qualités magnifiques que permet la France. Enfin, mon histoire que tu viens d'écouter, c'est quand même un bel ascenseur social parce que je n'avais pas du tout ni les moyens, ni les contacts pour pouvoir réussir à vivre de ma passion. Donc ça, c'est fantastique et c'est possible aussi parce que c'est la France. Euh, le harcèlement que j'ai vécu, c'était à cause de la France aussi. Enfin, tu vois, donc il faut être conscient de tout ce qui se passe et surtout voir toutes ces différentes richesses, ces différentes cultures comme de la richesse et bien s'en servir. C'est-à-dire que ma culture camerounaise, elle est présente dans mon quotidien à chaque moment. Elle ne me quitte jamais. Elle est qui je suis. Voilà, j'ai tendance à beaucoup sourire, y compris dans mon émission radio. Je rigole parfois pour rien, mais c'est parce que ça vient du Cameroun et j'adore ça. J'adore m'en servir. Je me dis, c'est quand même grave d'avoir tant de choses ici et d'avoir tant de personnes moroses. C'est d'une tristesse absolue. Donc ça, c'est ma culture camerounaise. Et il faut la conjuguer avec mon identité française. Je suis hyper fier des deux et tout cela, ça a pu être à des moments des faiblesses parce que je n'arrivais pas à les conjuguer, à les placer. Aujourd'hui, c'est une richesse exceptionnelle et illimitée. Tu as fricoté avec la télévision, mais ton amour reste intact pour la radio. Ça t'a pas trop attiré la télé, si? C'est un média attirant, bien sûr, la télévision. Mhm. Mais j'ai eu plus de curiosité pour la télévision, et j'en ai encore, que d'attrait réel pour la radio. Mon média de prédilection, c'est la radio. Quand je pense à un projet, je vais d'abord le penser pour la radio. Et la télévision, ça va être quand, à la rigueur, quelqu'un d'extérieur va penser à moi et me dire: Ah, Aymeric, il y a ce projet-là, est-ce que ça t'intéresse ou pas? Voilà, c'est-à-dire que j'y vais et je fais le mieux possible mon travail, mais ce n'est pas un objectif. La télé me manque pas spécialement. J'ai bien aimé mes expériences, mais je les aime parce que ça va être des personnes avec qui je travaille, ça va être des défis qui vont me permettre encore d'avoir de l'expérience. Par exemple, même quand je fais TPMP, c'était parce que je trouvais ça intéressant de me dire comment faire pour être percutant en 30 secondes sur un argumentaire, sur une émission où justement tu dois affirmer pour, contre, où il y a très peu de nuances. C'est un exercice que je ne savais pas faire. Donc je suis content d'avoir pu le cocher. Comment créer une chronique sur les Outre-mer alors que je ne suis pas des Outre-mer? J'ai pu le cocher. Ça c'est intéressant. Et c'est ça qui pourrait me plaire à revenir en télévision si je refais demain. Les plus grands animateurs télé ont souvent commencé par la radio. On pense à Oui. Cyril Hanouna, à Arthur, enfin Ouais. tous. Ouais. Ils ont tous commencé par la radio, comme si c'était une suite logique. Ouais. Oui, oui, et même il y a plein d'animateurs télé qui, je trouve, ont été ou sont des excellents animateurs radio. Je pense à Arthur, que j'ai préféré moi-même en radio. Julien Courbet, il est excellent aussi en télé et en radio. Léa Salamé est très très bien le matin quand je l'écoute sur France Inter, aussi bien que dans quelle époque. Et je pense que quand on cultive la radio avec passion, ça fait de nous des potentiels meilleurs animateurs télé. Parce que la télé, c'est tellement d'éléments, tellement d'infos à prendre en compte. J'ai tendance à dire la simplicité de la radio. Tu viens assister à mon émission sur Skyrock, tu verras que parfois je suis seul dans le studio où il y a une ou deux personnes qui gravitent autour. La télévision, quelqu'un t'apporte un verre d'eau, quelqu'un règle l'oreillette sur ton oreille, il y a un raccord make-up dès qu'il y a, dès qu'il y a un reportage, il y a la caméra, il y a parfois le public. Il y a une loge, c'est tant d'informations que la radio paraît toute simple à côté. Et alors justement, concernant cette différence entre radio et télévision, qu'est-ce qu'il en est des podcasts, hein? Parce qu'il y a ce nouveau média là, Ouais. très présent. Nous sommes un podcast. Ouais. Ça vous fait plutôt de l'ombre? C'est un média en plus? Qu'en est-il? Je vois ça comme un formidable hommage à la radio. Les Mm. podcasts sont des émissions de radio où parfois on peut pouvoir retrouver ce que certains ont parfois perdu en écoutant la radio. Certains nous disent parfois: Moi, vous avez de la pub toutes les 30 minutes. Ah, voilà, vous n'avez pas assez parlé d'artistes. Le podcast offre ce champ libre où effectivement, là, on est en train de discuter et je ne suis pas en train de regarder mon horloge pour me dire: Ah, je dois lancer la pub, ou Ah, je dois lancer ce disque, ou Ah, il est midi, l'émission d'après commence. Ça, c'est fantastique. Mais le podcast, pour moi, c'est un hommage à la radio, comme les chaînes Twitch également qui font des émissions. On nous dit: c'est un nouveau média, vous n'avez pas peur. C'est de la radio, Twitch. Mm. Quand je regarde les youtubeurs, ce sont des émissions radio ou des émissions télé. C'est la même chose. C'est juste que le média change de forme, mais au final, c'est la suite. Même les formidables concepts que je vois des youtubeurs sont des concepts qu'on a pu voir en radio ou en télévision. Pour certains, il y a 10, 20, 30 ans, on s'en rappelle. Donc je trouve ça fantastique. Ça évolue et ça nous prouve au contraire. Et je le vois via le succès des podcasts qu'on a à Skyrock, les podcasts que font France Inter aussi qui sont formidables, ou Radio France en général. Bien ça montre que l'auditeur a envie d'écouter des émissions, a envie d'écouter des personnalités, des interviews, des rencontres qui vont l'inspirer. C'est de la radio. Tu parles beaucoup d'inspiration. Aymeric Berco, qu'est-ce que tu dirais à ce petit garçon? Ah. Ce petit garçon de 4 ans, de 8 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Je dirais
accroche-toi, ça va être difficile, long, parfois triste, mais au final, tu vas gagner. Merci pour ce délicieux moment et on te retrouve donc sur Skyrock tous les jours. De 16h à 20h. À bientôt. Merci.